ma question est la suivante. Comment peut-on aider quelqu'un qui souffre physiquement et mentalement? Vous souffrez des fois? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Vous souffrez encore ou vous souffrez plus? Pas trop. Alors référez-vous à cet état de non-souffrance. Quand quelqu'un souffre, il a besoin de non-souffrance autour de lui. Donc au plus vous êtes heureuse, au plus vous allez aider celui qui souffre. Au plus vous allez souffrir avec lui, au plus vous allez augmenter sa souffrance. Pour aider les gens, il faut être libre d'aide soi-même. Donc si vous n'avez plus d'état psychologique, à ce moment-là, vous allez vraiment avoir un rôle thérapeutique sur votre environnement. Il n'y a pas d'aide possible. L'aide, c'est un mimétisme. Votre corps, votre psychisme ne sont pas enfermés dans une boîte. On est en contact avec tout l'environnement. Tant qu'il y a une forme d'agitation, d'anxiété, de désir, de peur, on a une action, on stimule ces éléments dans l'environnement. Quand vous avez des moments de tranquillité, sans désir, sans peur, sans agitation, vous stimulez également ça dans l'environnement. Donc il n'y a pas de technique pour aider l'environnement. La technique, c'est d'être vous-même sans besoin d'aide. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, c'est des techniques artificielles. Physiquement, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune compétence, je ne peux pas dire physiquement. Mais psychologiquement, c'est votre tranquillité qui va avoir un effet thérapeutique sur l'environnement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Comment ne pas s'identifier avec avec la pensée de celui qui n'est pas libéré, qui veut l'être? Tôt ou tard, la dynamique de vouloir changer quoi que ce soit va s'éliminer. Tant que le psychisme a une dynamique vers quelque chose, il y a agitation. Que ce soit de vouloir vous désidentifier de ceci, de vouloir arriver à cela, ou d'acheter une voiture rouge, c'est la même chose, c'est une forme d'agitation. C'est un manque de respect de ce qui se présente dans l'instant. Donc tôt ou tard, vous allez voir qu'il n'y a rien d'autre que ce qui se présente dans l'instant, tout le reste est imaginaire. À ce moment-là, toutes les énergies qui sont excentriques généralement, chez la plupart des gens, deviennent concentriques. Et ces énergies se déploient de manière fonctionnelle, on va dire, de manière verticale. Vouloir se désidentifier de quelque chose, c'est une forme d'ajournement. Pourquoi pas accepter ce qui est là? Sinon, vous rentrez dans cette idéologie spirituelle, etc., qui sont une perte de, on pourrait dire, d'éloignement de vous-même. La spiritualité, c'est une forme d'ajournement, une forme de fuite. Pour arriver à une ouverture spirituelle ou aller vouloir que son équipe de football gagne un match, c'est exactement la même chose. C'est respectable. Beaucoup de gens semblent touchés par ces choses. Mais à un moment donné, vous n'avez plus cette dynamique, ni pour le football, ni pour la spiritualité. À ce moment-là, toutes les énergies qui étaient exploitées dans un but, dans une direction,
dans une fabrication, ces énergies vont enfin retrouver une forme de repos, de disponibilité. C'est uniquement dans cette disponibilité que ce qui est essentiel peut se déployer en vous. Et tant que vous êtes dans une intention, dans une direction, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit mondaine, ou qu'elle soit, c'est la même chose. C'est qu'un problème d'énergie. Dans l'approche directe, on n'a pas de direction pour changer quoi que ce soit. Il y a un respect de ce qui est là, une disponibilité, et uniquement cette disponibilité à ce qui se présente organiquement, qu'un vrai changement peut arriver, mais jamais dans la recherche d'une idéologie spirituelle ou autre. Ça a sa place, c'est respectable. C'est comme les religions, toutes ces choses ont leur place. Mais du point de vue dont on se parle, dont on se rencontre ce soir, toutes ces choses sont une forme de dispersion. Comment un parent peut se remettre de la mort d'un enfant, de plusieurs enfants? Vous savez, il n'y a pas de recette. Mais tant qu'on se prend pour un parent, on ne peut pas ne pas souffrir de la disparition de l'enfant. Mais si la personne qui se prenait pour un parent se rend compte qu'elle n'a jamais été un parent, qu'elle est ce qu'elle est essentiellement, qu'elle est aussi un parent, comme elle a été aussi un enfant, comme elle a été aussi une femme, elle a été une amante, une maîtresse, une employée, une patronne, elle a été ceci, elle a été cela. Donc être une mère, être un parent, c'est une fonction momentanée. Mais il n'y a pas je ne vois pas de personne de technique, de fonctionnalité. Au plus, on va dire, cette personne est libre d'elle-même, au plus elle sera libre de ça aussi. Il n'y a pas de choix. Moi, j'ai des amis, mon ami Yolande a perdu son fils qui avait 20 ans. Ça n'a laissé aucune trace psychologique. Il y a des gens qui perdent un enfant qui ne peuvent pas s'en remettre. C'est au plus vous êtes libre de vous-même, au plus la disparition de vos amis, de vos parents, de vos enfants, de vos maris, de vos femmes est facile. Au plus vous êtes identifié à l'image de vous-même, au plus vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin qu'on vous aime, qu'on vous respecte, qu'on vous écoute, et donc vous avez besoin de la vie, de l'environnement pour supporter votre marasme intérieur. La plupart des parents ont besoin d'enfants, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils en font. Mais peut-être, même certainement, des éléments de thérapie psychologique seraient plus aidants dans certains cas. Mais pour nous, on ne se place pas au niveau psychologique. Donc on peut uniquement vous dire, si vous comprenez profondément que ce que vous êtes n'est pas une fonction, que vos fonctions sont momentanées, vous allez voir que la mort de votre environnement est ce que c'est. Le premier réflexe, quand il y a un décès ou un abandon, c'est une défense. Quand une forme de maturation surgit, on se rend compte que la défense ne fait plus souffrir que ce en quoi on se défend. Parce qu'une grande partie de la relation est imaginaire. Vous avez un enfant qui vit aux États-Unis, vous êtes ici et il n'est pas là. Donc, quand vous pensez à lui, c'est purement imaginaire, c'est une pensée. Un jour, on vous dit, cet enfant est mort. Mais peut-être la semaine avant, il était déjà mort, vous ne le saviez pas. Et vous continuez à vivre heureux d'avoir un enfant aux États-Unis. Donc cette espèce de joie artificielle était purement imaginaire. Alors, bien sûr, il y avait des moments effectivement de contact. Mais c'est uniquement l'espace vis-à-vis de vous-même qui va faire que le départ de l'environnement, soit des enfants ou des amis, parce que c'est la même chose, on peut aimer autant des amis
devient quelque chose de léger, parce que la vie est sans limite. Vous êtes là pour faire face à ce qui est là dans l'instant. Quand vous avez des parents, vous en occupez. Quand vous avez des enfants, quand vous avez un mari, quand vous avez un chien, vous en occupez, des plantes, vous en occupez. Mais quand une chose s'arrête, vous avez d'autres choses à faire, sous d'autres formes. Donc, à un moment donné, il y en a une forme de respect de la vie. Ce qui amène la vie amène la mort. Et l'élément psychologique va se réduire. Mais encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui sont... qui peuvent être violés, qui peuvent survivre très bien. Il y en a que ça marque toute leur vie. Il n'y a pas de technique comment survivre d'un événement traumatique. Ça dépend de votre liberté vis-à-vis de vous-même. Et ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que ce qui crée la souffrance, c'est l'imaginaire. C'est la pensée. C'est uniquement la pensée. Quand vous êtes dans la réalité, il y a une intensité qui est là, une émotion qui est là. Mais il n'y a pas la souffrance. La souffrance vient de la pensée. Ce que vous auriez pu faire, ce qui s'est arrêté, etc., etc. Mais ça, il faut le voir. Il faut le voir sur l'instant. Et ce n'est pas un choix. Il faut vraiment voir expérimentalement que la souffrance vient de l'imaginaire. Ici, on ne rentre pas trop dans les choses personnelles, mais pour expliquer cette chose, mais peu importe quand, il y a 15 d'années, j'ai reçu un coup de fil au milieu de la nuit de la mère de ma fille qui me dit, voilà, ta fille est à l'hôpital, elle devrait mourir dans les 2-3 heures qui viennent d'après les médecins. J'étais en France. Alors, je lui ai dit, bon, ben j'arrive. Ben oui, viens si tu veux, mais de toute manière, elle sera morte. Donc j'ai posé le téléphone, j'ai eu un certain nombre de choses très pratiques à gérer. J'étais dans le sud de la France, il fallait que je parte, il fallait trouver une voiture pour l'aéroport, un vol pour Paris, ensuite un vol pour Chicago, ensuite un vol pour le Nouveau-Mexique. Donc jusqu'à 8 heures du matin, c'était 3-4 heures du matin, j'ai pas eu le temps de penser. Et puis à 8 heures du matin, je me trouve dans le vol pour Chicago, et là, j'avais plus rien à faire. Donc, j'ai une émotion qui est venue, j'ai visualisé ma fille, j'ai imaginé tout ce que j'aurais dû faire avec elle, tout ce que je n'avais pas fait, tous mes ajournements, tout ce que j'aurais dû lui dire, toute l'histoire. Et à ce moment-là, j'ai un pleur qui est venu, une tristesse qui est venue. Et à ce moment-là, j'ai eu une explosion, littéralement une explosion dans le cerveau qui s'est faite, avec une phrase en anglais que je n'avais jamais entendue, qui était step back. Et j'ai senti un peu comme quand on voit les hommes de chevalerie du Moyen-Âge qui ont une visière et on pouvait lever la visière. J'ai senti comme quelque chose qui montait dans ma tête, qui se posait derrière. Et là, j'ai trouvé un calme dans lequel je voyais que la souffrance que j'avais était uniquement la mienne, n'avait rien à voir avec ma fille. Ma fille était déjà morte, déjà vivante, je ne le savais pas. Donc le lien que j'avais avec elle était complètement imaginaire parce que peut-être qu'elle était déjà plus là. Et j'ai vu que quand je restais dans cette écoute, dans ce silence qui se présentait, il n'y avait vraiment rien, mais vraiment rien. Et que là, elle pouvait vivre, elle pouvait mourir. J'ai vu aussi que si jamais j'arrivais alors qu'elle était vivante ou morte, ce serait judicieux d'être vraiment tranquille. Et qu'elle aurait aucun besoin, vivante ou morte, d'avoir un père qui arrive triste, qui arrive dans un regret, qui arrive dans une image, etc. Ça, ce serait une forme d'agitation inutile, une forme de pollution. Et cette chose est restée un petit peu, et puis de nouveau, la pensée est venue, j'ai revu ma fille, j'ai revu ce que j'ai. Et j'ai eu une tristesse qui est venue, et de nouveau, il y a eu cette explosion dans le cerveau, et cette phrase qui est revenue step back. Et ça s'est arrivé 5-6 fois. Quand je suis arrivé à Chicago, le douanier américain m'a dit « Pourquoi vous venez ?» Je lui ai dit « Ma fille est en train de mourir. Je viens pour ça. » Et il ne m'a pas cru, parce que j'étais vraiment heureux de venir
avec elle, morte ou vivante, mais il y avait quelque chose qui était vraiment tranquille. Et il m'a pas cru que je venais pour ça, donc il a fallu qu'il téléphone à l'hôpital pour vérifier que ma fille était vraiment entre la vie et la mort, pour qu'il mette le tampon d'émigration. Donc ces événements sont passés naturellement. Alors je veux dire, ça peut se passer chez tout le monde, ça se passe ou ça se passe pas. Mais ça ne peut pas être fabriqué. Puis dans tous les cas, de voir que la tristesse vient uniquement de l'histoire, elle est très importante. Quand vous avez la réalité, quand vous avez des parents, les parents ça meurt. Aussi, à un moment donné, quand je lève l'image de mes parents, tout ce que j'ai fait avec eux, tout ce que j'aurais pu faire, et il va rester les images vont s'estomper, la mémoire va s'estomper, il va rester une espèce d'intimité. Cette intimité, c'est une relation non séparée. On peut avoir la même avec un enfant. À un moment donné, il y a cette intimité qui reste. Il n'y a pas les images. Il n'y a pas les images au mur qui recréent l'affectivité. Mes parents sont morts, je n'ai aucune image d'eux, je ne pense jamais à eux. Mais il y a cette intimité. Cette intimité qui est plus forte parce que quand ils étaient vivants, leur contact physique ou extérieur était une forme de mièvrerie par rapport à la vraie intimité. Donc, à un moment donné, ces choses-là se font organiquement. Mais tant qu'il y a l'histoire, tant qu'il y a le regret, tant qu'il y a l'imaginaire, on va dire, parce que ce qui arrive est le réel. Donc, quand quelqu'un part, il doit partir, pas de manière morale, il n'y a rien à justifier, mais parce que c'est la réalité. Quand un arbre tombe sur votre maison, il devait tomber, pour la preuve, il est tombé. Donc, on vit vraiment avec la réalité. Donc, il n'y a plus d'énergie pour combattre ce qui se passe. Sauf quand ça arrive, et de nouveau une image surgit, et de nouveau il y a la tristesse qui surgit, il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter intimement, la tristesse. C'est pas fou d'être triste. On sent la tristesse complètement. Et quand on sent la tristesse sans être triste, on a l'image d'être triste, la tristesse, on ne peut pas se maintenir. La tristesse, c'est une émotion comme une autre. Et quand on ne lie pas la tristesse à une situation, si je pense à ma fille qui est morte, admettons, j'ai une tristesse qui vient, je dois immédiatement rester sur la tristesse. La tristesse, c'est dans la poitrine, dans la gorge, dans le ventre, dans le bas-ventre. C'est chaud, c'est sec, c'est astringent, c'est humide, c'est lourd, c'est léger, c'est clair, c'est obscur, c'est grave, c'est amer, c'est un ressenti. À ce moment-là, toute mon énergie est sur le ressenti, plus sur la situation qui l'a causée. Et quand l'énergie est sur le ressenti va comment se libérer. Mais tant que l'énergie est sur la situation, tant que je vois la photo de l'enfant qui est mort, ou mes parents qui sont morts, ou du voisin, peu importe, là je reste dans l'histoire et là il n'y a pas de solution. C'est que des solutions très... qui ne sont pas fonctionnelles. Et il en est de même pour la joie que peut l'imaginaire. Théoriquement oui, pratiquement non. La personnalité, le psychisme, c'est une contraction. La joie, c'est une expansion. Donc, sur un certain plan, la joie vous rend plus proche de la disponibilité que la tristesse. Même si la joie est causée parce que votre équipe de football a gagné un match, la joie est réelle quand même. La raison est stupide, mais la joie est réelle. Donc on va vous demander dans l'approche tantrique de oublier la cause de la joie et mettre l'accent sur la joie. À ce moment-là, la joie va suivre le même processus, mais c'est beaucoup plus facile. Parce que par son essence, la joie est expansive, le plaisir est expansif. Un psychisme égotique est un psychisme contracté. Quand la contraction se libère, il y a une expansion organique. Donc il n'y a pas à chercher à se libérer de la joie. Mais dans un psychisme éclairé, on va dire, on met l'accent vraiment sur la joie et non pas sur ce qui cause la joie. C'est très important. Sinon,
La joie va faire comme la tristesse, ça va être un moment qui va créer une forme de sécurisation. Ici, quand vous êtes joyeux, c'est quand vous avez un nouvel amant, quand vous avez une équipe de football qui a gagné un match, ou quand vous avez acheté une nouvelle robe, ce qui vous stimule. Il y a vraiment une joie. Si vous avez la sagesse de mettre de côté la cause apparente et ressentir la joie dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, et laisser vivre cette joie, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous libérer de la cause. Et qui fait qu'un autre jour, vous n'aurez pas de robe, vous n'aurez pas de ceci, vous n'aurez pas cela, et il y aura quand même la joie. Donc c'est le même processus, mais il est moins important pour la joie parce que sur un certain plan, un véritable joie vous libère de l'objet. Quand vous buvez un très bon vin, vous oubliez le vin, vous gardez l'arôme, etc. Mais le vin est oublié. Quand vous avez fait l'amour, vous ne vous rappelez plus ce que vous avez fait, mais vous gardez la sensation d'expansion. Quand on vous félicite parce que quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, etc., c'est l'émotion qui prend le dessus et la cause est moins marquante. Alors sur la souffrance, on met plus l'accent sur ce qui nous fait souffrir. La joie, vous êtes déjà dans l'expansion, déjà dans le ressenti. La souffrance, souvent on met l'accent sur ce qui me fait souffrir et on oublie le ressenti de la souffrance. Donc il y a une différence de niveau. Mais essentiellement, c'est la même chose. Juste une branche qui brûlait et ça a provoqué beaucoup d'émotions en moi, des pleurs, des sanglots, et ça s'est fait tout seul. Mais la plupart du temps, j'ai des émotions qui sont bloquées. Et par exemple, quand je mange, des fois j'ai des pleurs au niveau du plexus. Je les sens, il n'y a pas de stimuli extérieur. Donc ça devrait être encore plus facile pour moi, mais ça passe pas du local au global. C'est toujours localisé au niveau du plexus. Alors, il faut envisager une exploration thérapeutique qui va vous amener une prise de conscience corporelle. Il y a beaucoup de choses sur le marché. Il faut que votre corps devienne de plus en plus disponible. Il faut trouver une thérapeutique qui soit fonctionnelle, qui vous stimule, pas une thérapeutique pour changer quelque chose, mais une thérapeutique pour mieux sentir. Mieux sentir qu'il y a une défense, pas vous défendre contre la défense. Qu'il y a une tension dans le plexus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire, il faut laisser faire. Donc il y a des techniques nombreuses, psychothérapie, qui amènent de devenir de plus en plus disponible à ces ramifications corporelles. Et au plus vous allez laisser place à ce ressenti sans intention, au plus il y a des choses qui vont se dénouer, mais c'est dans le cadre on pourrait dire d'une action thérapeutique. Mais on peut avoir une émotion très forte en voyant une mouche être mangée par une araignée ou une feuille qui est brûlée, etc. C'est le psychisme policé qui a créé une hiérarchie, ce qui est important, ce qui n'est pas, et ce qui doit nous toucher, ce qui ne doit pas nous toucher. Mais toutes les émotions finalement. Mais à un moment donné, l'émotion elle vous touche plus que ça même, mais il n'y a pas d'affectivité, c'est vraiment à froid. Vous avez une conscience froide. Un peu comme quand vous êtes venu ici, vous avez écrasé des tas d'animaux. Vous êtes conscient de ça, votre vie même et la destruction multiple. Voilà, c'est comme ça. On le sent, on le sait, mais c'est froid. Et vous ne souffrez pas pour tous les fourmis que vous avez écrasées pour venir ce soir. Mais c'est là quand même. La vie, c'est la mort. Notre vie cause la mort constamment, etc. Des fois, c'est des choses plus grosses, mais il n'y a pas que les baleines. Les petits animaux vivent aussi. Donc, à un moment donné, on a une vision globale de cette chose-là, mais sans l'affectivité.
il faut explorer le cordonnier thérapeutique, trouver une approche qui prenne en compte l'écoute corporelle sans idéologie, sans vouloir comprendre, sans vouloir interpréter, sans vouloir analyser, sans vouloir dire c'est à cause de ça, non, c'est à cause de rien du tout. Les idéologies sont de brouillard inutile. On trouve une approche purement sensorielle, il y a tas de choses maintenant que je ne connais pas qui peuvent aider, mais il faut passer par le corps. Pour vous, ce serait vraiment intéressant. J'ai une question. Je connais beaucoup de... Enfin, j'entends quelques personnes autour de moi qui me parlent d'ennui. Et qu'est-ce que ça signifie, quelqu'un qui... Enfin, une personne, quand elle ne vend pas d'intérêt ou qu'elle manque d'intérêt, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'ennui? Ce sont des blocages affectifs. Rien d'ennuyeux. Tout est extraordinairement stimulant. Quand quelqu'un s'ennuie, c'est quelqu'un qui vit dans un schéma. C'est comme si vous ennuyez votre mari, vous avez fait un schéma de votre mari. Et vous dites, mon mari est comme ça, comme ça, comme ça. Je le connais, donc évidemment vous ennuyez. Votre mari n'est pas comme ça. Votre mari change chaque instant, comme tout le reste. Donc quand on laisse les choses vivre, on ne peut pas s'ennuyer. Celui qui s'ennuie, il vit uniquement dans un... C'est une forme d'intellectuel qui s'ennuie, qui pense... On s'ennuie dans la pensée. Celui qui s'ennuie se sent séparé des choses. Donc il est complètement dans sa tour d'ivoire, dans son imaginaire. Mais quand vous vivez au niveau sensoriel, vous ne pouvez pas vous sentir seul. Vous pouvez vous penser seul, mais vous ne pouvez pas vous sentir seul. Quand vous sentez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes pas séparé de tout l'environnement. Celui qui s'ennuie se pense seul. C'est un manque de sensibilité. C'est respectable. C'est curieux de ne pas s'intéresser aux choses. Tout à sa place, il y a des gens qui sont trop dans le psychisme, trop dans leur propre imaginaire affectif pour pouvoir être stimulés. Regardez les gens qui regardent la télévision, ces gens qui s'ennuient, les gens qui ont besoin de voir ces choses complètement infantiles constamment, stimulés par les films, par les histoires, comme les gens qui lisent les journaux pour savoir ce qui se passe là. C'est le besoin d'accumulation, de stimulation, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Quand vous êtes disponible, vous sentez l'environnement, vous sentez... l'environnement a besoin de vous, on peut dire. On ne peut pas s'ennuyer, un médecin ne peut pas s'ennuyer. Votre rôle, c'est un peu, sur un certain plan, c'est, en tant qu'être humain, c'est un peu d'être un peu le médecin de votre environnement. Il y a toujours... L'environnement a toujours besoin de quelque chose. Celui qui s'ennuie, c'est coupé de l'environnement et pense qu'à lui-même. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour qu'il se rende compte de ça. Mais il y en a pour qui c'est trop fort. Ils ont besoin de stimulation de plus en plus extrême pour sentir quelque chose. Mais chaque chose a sa place. À un moment donné, on ne s'occupe plus de comment est l'environnement. L'environnement est parfait, parce qu'il n'a pas le choix. Celui qui s'ennuie doit être respecté dans son ennui. Celui qui est exalté par l'image de doit être respecté dans son exaltation. Pour moi, c'est la même chose. Chacun vit à son niveau, et vous devez respecter le niveau de l'environnement. Quand vous êtes avec un enfant de 2 ans, vous ne lui parlez pas de Schopenhauer ou de Shakespeare. Donc vous respectez le niveau intellectuel, affectif de l'enfant. Quand quelqu'un s'ennuie ou quand quelqu'un
est stimulé par ceci ou cela, vous devez le respecter aussi. C'est beau aussi, chaque âge de la vie a une forme de beauté. Donc il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer. Non, pourquoi faire? Pourquoi quelqu'un devrait être différent de ce qu'il est? C'est une forme d'agression finalement. Qu'un enfant a 2 ans, il n'a pas 3 ans, il a 2 ans, voilà. Si vous lui lisez Schopenhauer, il va s'ennuyer. Il faut trouver ce qui lui correspond. Les gens qui s'ennuient peut-être, il y a autre chose qui ne les ennuie pas. Quand un garçon de 12 ans s'ennuie en faisant des mathématiques, si vous lui mettez un film pornographique, vous allez voir, il va plus s'ennuyer. Donc l'ennui, c'est uniquement qu'on n'a pas trouvé la stimulation fonctionnelle à l'âge intellectuel, affectif de la personne. Mais moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui s'ennuie ne devrait pas s'ennuyer. S'il a une demande, s'il dit, voilà, je m'ennuie, je ne devrais pas m'ennuyer, ce qui est bizarre, à ce moment-là, vous pouvez participer. Mais il n'y a pas de gens qui s'ennuient, je trouve ça tout à fait normal. Pour dire rien d'intéressant, c'est normal, je m'ennuie. Moi, je respecte quand quelqu'un me dit, il n'y a rien d'intéressant. Je suis étonné. Mais je respecte ça. Il faut respecter l'imaginaire. Moi, je connais des gens qui se marient, je respecte ça. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais je respecte ça. Je connais des gens qui vont à l'église, je respecte ça. Je ne comprends pas non plus ce que ça veut dire. Puis il y a des gens qui divorcent, qui sont dévastés, je respecte ça. Je ne vois pas non plus ce que ça peut vouloir dire. Mais pourquoi pas? La beauté de la vie, c'est la variété des choses, finalement. Donc, il faut accepter les gens comme ils sont. Tout est beau, tout à sa place. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. C'est l'ego qui crée des choses supérieures, inférieures. Mais non, tout a la même beauté. Tous les âges de la vie ont la même beauté. Dans l'enfant qui joue à 2 ans, l'enfant qui joue à 15 ans, il n'y a pas un jeu qui est supérieur à l'autre, ça dépend de son âge mental. Et les êtres humains ont des âges mentaux très différents. Il faut accepter leur jeu. Et par rapport à l'adolescence, accepter leur jeu? Vous savez, j'ai aucune compétence dans tous ces sujets dont vous parlez, le reste non plus d'ailleurs. Mais un peu plus là-dedans qu'ailleurs. Donc je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il n'y a rien à faire, les choses se font toutes seules. Mais vous ne décidez pas de vos capacités intellectuelles, pédagogiques avec un adolescent. Pas la peine de trop s'inquiéter. Voilà, généralement ça finit bien. Mais il y a une période, effectivement. Mais ce qui est important, c'est vous-même, honnêtement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est sur vous-même. Voyez comment vous réagissez, voyez comment vous avez peur, voyez comment vous projetez les choses, voyez comment vous espérez les choses. Voilà, là, vous pouvez faire un travail. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose sur l'autre. Votre enfant est comme il est. Qu'il soit violent, qu'il se drogue, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est fini quand un adolescent est là, c'est fini. Il a besoin de trouver des choses qu'il respecte. Ce sera le football, ou ce sera la boxe, ce sera la drogue, ce sera la politique extrémiste, etc. L'adolescent a besoin de trouver quelque chose qui remplace le schéma parental qui ne lui convient pas par manque de clarté, etc. C'est fonctionnel, c'est pas génétique, c'est culturel. Il n'y a pas d'adolescence en Inde. En Inde, il n'y a pas de crise d'adolescence. Il n'y en a pas en Chine non plus. Il y en a très peu en Afrique, c'est très culturel, c'est notre vieille Europe. Mais on ne va pas rentrer dans des choses ethnologiques. Ça passe généralement. La plupart des parents paranoïaques pensent que leurs enfants ne vont jamais marcher, pensent que leurs enfants ne vont jamais parler. Mais généralement, ça marche, ça parle. Puis après, ils se droguent, puis après, ils sont violents, puis après, ils se calment, puis après... puis fini généralement, ils iront voir les matchs de l'OM comme tout le monde. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Mais puis il y a des cas spécifiques qui nécessitent quelque chose, mais là,
notre réunion de soi est pas... On n'a pas la capacité. Chaque adolescent doit être traité différemment, bien sûr, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Attendez pas grand-chose. C'est pas d'imposer les choses qui amènent une transformation, c'est d'écouter. L'adolescent a besoin d'être écouté. Il ne s'écoute pas lui-même, donc il faut qu'il ait une écoute à l'extérieur. Généralement, quand l'adolescent est très réactif, c'est qu'il s'imagine, à tort ou à raison, qu'il n'est pas écouté. Alors des fois, il faut avoir une écoute plus externe, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est effectivement écouté. Mais ça, comment vous allez transposer ça, c'est très individuel, ça dépend de son intelligence, ça dépend de la vôtre, vos capacités, de l'âge, donc on ne peut pas répondre en général. Mais vous pouvez vraiment être à l'écoute. Rendez-vous compte, dès que vous jugez, vous êtes à côté, dès que vous pensez qu'il se trompe, vous êtes à côté, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui est juste, parce qu'il n'y a pas de juste. Le juste est imaginaire. Mais généralement, il y a une forme d'intégration qui va se faire organiquement par la vie. Mais c'est pas facile. Un adolescent, bien sûr, mais il n'y a rien de facile en soi. Et par rapport à la colère, Oui. ça amène des colères, des conflits. Voilà, ça c'est déjà plus sérieux. Vous vous rendez compte que vous êtes en colère, c'est superbe. Arrêtez de penser, c'est votre adolescent qui vous met en colère. Quand vous aviez 3 ans, il y avait déjà des colères, vous n'aviez pas encore enfanté. Quand vous aviez 6 mois, vous aviez déjà des colères. Les colères sont en vous, elles ne viennent pas de l'environnement. Donc quand votre adolescent vous met en colère, oubliez l'adolescent, laissez-le tranquille pour une fois, et donnez-vous à la colère. Comment elle est cette colère? Quelle couleur? Plutôt claire, plutôt obscure, plutôt légère, plutôt lourde, plutôt sèche, plutôt humide, plutôt astringente, plutôt acide, plutôt grave, plutôt aiguë? Comment elle est cette colère? Vous devez le sentir. Dans quelle région du corps elle est? Dans la poitrine, dans la gorge, dans la nuque, dans la mâchoire? C'est une expansion, c'est une contraction, c'est lourd, c'est léger. Vous devez explorer tactilement cette colère. Comme un artiste, comme un écrivain qui prend des notes pour un roman, vous devez faire la même chose. Vous devez arriver à décrire cette colère. Voilà, comme un peintre qui veut reproduire une colère, c'est avec une transposition, une allégorie au niveau des couleurs, ou un musicien, au niveau des sons. Mais vous devez enregistrer tous les paramètres tactiles de cette colère. Et vous allez voir, quand vous allez passer 1 heure à sentir la colère, plutôt que vous occuper de ce qui vous met en colère, vous allez voir que quelque chose a changé en vous. Et à un moment donné, vous verrez, vous n'allez plus être en colère. C'est quoi la colère? La colère, c'est que l'image vous-même est mise en question. Qu'est-ce qui pourrait me mettre en colère? C'est parce que vous avez un point de vue. Si on vous traite d'imbécile, si vous met en colère, c'est que vous pensez être intelligent. Et si vous pensez rien, si quelqu'un vous traite d'imbécile, ou il a raison, vous êtes d'accord avec lui, ou c'est lui l'imbécile, c'est pas sa faute. Mais en aucun cas, vous pouvez avoir une colère, que ça vous traite d'imbécile. Puis il y avoir des colères fonctionnelles, physiologiques. Mais il n'y a plus de colère psychologique. Les gens qui ont des colères psychologiques, c'est des gens qu'il faut les... Mais beaucoup de gens sont comme ça, bien sûr, mais il y a des gens qui veulent être écoutés. Ah ouais, tu m'écoutes pas. Mais pourquoi on devrait écouter quelqu'un? Moi, j'écoute personne. Je m'écoute moi-même, ça suffit. Pourquoi quelqu'un devrait m'écouter? Quelle absurdité. Parce que je n'arrive même pas à m'écouter, il faudrait que l'autre puisse m'écouter. Que je ne peux pas faire, l'autre devrait arriver à le faire. Non, c'est à moi d'écouter. Ma problématique, c'est pas à l'autre. Comme les gens qui veulent être respectés, pourquoi on devrait me respecter? Quelle folie, d'où ça me vient l'idée que vous devriez me respecter? Moi, personne ne doit me respecter. Ça, je respecte. Je me respecte moi-même. Mais c'est pas à l'autre de le faire. Vous me respectez ou non, c'est votre problème. Moi, je n'ai rien à faire. Donc, la colère, c'est votre propre histoire, votre propre colère.
Dites merci à l'adolescent de vous mettre en colère. Laissez-le continuer à fumer ses joints et donnez-vous à la colère. Et là, vous allez vous faire un cadeau extraordinaire. Le cadeau va être qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus être en colère. Parce que vous savez plus ce qui est juste, ce qui est faux. Psychologiquement, vous pouvez le savoir fonctionnellement. Si un chien veut vous mordre, on ne vous dit pas de ne pas dire je ne sais pas si c'est juste, c'est faux. Donc vous tapez sur le chien. Mais vous ne créez pas un chien méchant. Les chiens ne sont pas méchants. Le chien qui vous mord n'est pas méchant, il va sauver sa vie, sacrifier sa vie pour sauver son maître. Mais il vous voit, il a peur pour différentes raisons, donc il vous mord. Quand un animal a peur, il mord. Quand vous avez peur, vous mordez. Ça fonctionne comme ça. Donc vous devez revenir sur la colère. Donc vous n'êtes pas en colère, ça c'est une appropriation inutile qui ne veut rien dire, mais vous sentez la colère. Donc explorez tactilement l'expérience colère, un peu comme un acteur. Si on vous dit voilà, vous devez jouer la colère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sentir en vous que c'est votre capacité de colère. Vous n'êtes pas identifié à la colère. Stanislavski disait faites comme si vous étiez en colère. Il ne disait pas que vous êtes en colère à un acteur. Non, l'acteur doit faire comme s'il est en colère. Il a trouvé en lui mais il n'est pas en colère. S'il était en colère, il ne pouvait pas jouer. L'acteur est derrière le masque. C'est pour ça qu'en Orient, il y a toujours un masque au maquillage, parce que pour montrer que l'acteur est derrière le masque, derrière l'émotion. Mais l'acteur fait comme s'il avait peur, comme s'il était jaloux, comme s'il était terrifié, comme s'il était en colère. C'est le même travail avec l'émotion. Mais il n'y a même pas à faire l'effort de faire comme si, parce que vous sentez la colère. Vous le sentez, parce que si on vous demande comment tu sais que tu es en colère, oui, je le sens. Ben vous le sentez, vous avez gagné. Donc laissez ce senti prendre toute la place et oubliez le sujet anecdotique de la colère. Et là, vous allez vraiment vider en vous cette colère et surtout, et également, améliorer la relation avec l'adolescent. Quand votre adolescent verra qu'il ne peut plus jamais vous mettre en colère, déjà quelque chose va bouger en lui. Que de nombreuses choses il fait pour vous mettre en colère. Il a besoin de répondants, il a besoin de... Quand on envoie un pavé sur un CRS, et qu'on a besoin de répondants. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Puis le CRS chargeait jamais, ne bougeait pas, à un moment donné, on n'en aurait plus des pavés, c'est pas amusant. On aurait un pavé pour être chargé. Là, ça devient vraiment vivant. Il y a un âge pour faire ça, c'est sympathique. À un moment donné, ça devient inutile. Donc, avec l'adolescent, cherche constamment le contact, cherche la limite. Donc, il faut l'aider en l'écoutant. Quand il va voir que ce qu'il fait ne vous affecte plus, vous l'aimez quoi qu'il fasse, il y a des choses qui vont bouger chez lui. Chaque fois qu'il dit une chose, vous réagissez, vous êtes en colère, etc. Vous lui avez une forme de sécurité. Vous le menez un peu dans son schéma. Donc il faut déstabiliser un adolescent. Déstabiliser, c'est-à-dire l'écouter. Pas le juger. Il est ce qu'il est pour qu'on le juge. Il a besoin de ce jugement parce que ça lui crée une forme d'imaginaire idéologique. Et s'il se rend compte que vous ne le jugez pas du tout, quelque chose va commencer à bouger en lui. Il n'a plus besoin de faire des choses extravagantes parce que ça ne vous fait vraiment rien. Psychologiquement, extérieurement, vous avez vos règles de survie. Mais intérieurement, à un moment donné, ça ne bouge pas. Donc profitez de votre environnement, que ce soit votre adolescent autour de vous ou autre chose d'ailleurs, pour retrouver votre intimité avec votre fonctionnement. C'est de l'intimité avec votre fonctionnement que va venir une capacité fonctionnelle d'agir sur l'environnement, d'agir avec l'environnement. Mais tant qu'on vous met en colère par un mot, vous contribuez à la problématique de l'environnement. Il faut voir son fonctionnement. Et des fois on ne peut pas, des fois c'est trop fort, on réagit, c'est comme ça. Mais c'est certain, quand vous écoutez la colère de l'autre,
désamorcer en grande partie la colère de l'autre. Ensuite, selon sa pathologie, il va rester des traces plus ou moins expressives. Quand un chien vous attaque, de rester tranquille, il ne va pas désamorcer forcément le chien. Mais la peur et l'agressivité ne peuvent que stimuler une attaque animale ou humaine, dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de recette. Mais le premier élément, c'est de comprendre déjà la colère de l'autre. La personne qui est en colère n'est pas méchante, elle a eu peur. Elle a eu peur, pas parce que la situation était comme ça, elle a eu peur parce que la situation la ramène à des choses affectives de sa petite enfance. Et donc elle est prête à devenir folle parce que telle chose arrive. Quand les gens sont émus par une victoire sportive ou une défaite, c'est la même chose, ça les ramène à des choses très très anciennes. C'est pour ça qu'ils sont capables de la pire des violences éventuelles. Donc quand on comprend ça profondément, on n'est plus dupe de la colère des gens. Alors ensuite, comment on gère ça, on ne le gère pas, c'est spontané, c'est sur l'instant. Voilà. Des fois, il faut avoir une forme de réactivité extérieure aussi, ça fait partie du jeu, pour des raisons pédagogiques, mais des fois, on peut effectivement écouter la colère de l'autre sans l'envenimer, et quand quelqu'un sent qu'il est accepté dans sa colère, c'est vrai que, comme c'est très très rare, ça peut créer une forme d'accalmie, ou au contraire, augmenter la colère, parce qu'il y a une forme de déstabilisation qui peut se faire aussi, donc il n'y a pas de règle, des fois, il faut quand même être assez ferme. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que vous avez vu votre fonctionnement. Et c'est simultané, on voit son fonctionnement issu de l'autre, c'est bipolaire. Il n'y a pas l'écoute n'est pas quelque chose de personnel, donc on voit l'ensemble de la situation, vous voyez la pathologie de l'autre et éventuellement la vôtre, de manière globale, et il y a une espèce d'harmonisation qui va se faire, c'est tout ce qui se fait organiquement, comme ça s'est passé. Pour la peur, la proposition serait la même que pour la colère. Bien sûr, si ce n'est que souvent la colère est indépendante de la situation. Votre mari vous trompe, il est déjà parti en Australie, la colère est là, et votre mari n'est pas là. Souvent la peur est dit, vous voyez un chien, vous avez peur du chien, mais il y a le chien, donc on ne va pas vous dire comme il faut de la peur, oublier le chien. Non, des fois il faut tuer le chien, des fois il faut maîtriser le chien, des fois il faut... etc. Mais quand c'est fini, quand le chien est mort, quand le chien est parti, il y a encore la peur. À ce moment-là, c'est la même chose. Vous devez sentir la peur. La peur, elle est dans le ventre, elle est dans la gorge, elle est dans la nuque. Et la peur, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, c'est astringent, c'est amer, c'est aigu, etc. Vous devez sentir la peur. Et quand vous sentez la peur, vous n'avez plus peur. Que quand vous avez peur, vous ne sentez rien. Quand j'ai peur, quand j'en une émotion, je bloque tout. Celui qui a peur sent rien. Qui ne veut rien sentir. Mais quand je sens la peur commence à boucher, commence à s'étaler. Et quelque chose qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. Donc il perd sa caractéristique de contraction. Donc on va laisser la peur envers tout le corps. C'est presque technique. Mais on peut vraiment le faire. Mais pour ça, vous devez d'abord déceler le petit endroit de la peur, mais vous le sentez, parce que si on vous demande comment vous savez que vous avez peur, vous dites je le sens. Donc vous sentez la peur. Où est-ce que vous la sentez? Dans vos genoux? Vraisemblablement pas. Dans les doigts, dans les oreilles, la poitrine, le ventre, etc. Et vous allez trouver l'endroit. C'est déjà extraordinaire. Ensuite, on va vous demander de vous rendre compte que cet endroit est en mouvement, parce que le corps est en mouvement. Il n'y a rien de fixe dans le corps quand on sent. Donc on va sentir l'ondulation, le rythme, la vibration de la peur. Et quand on sentit une ondulation, c'est que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et c'est la même chose. Et vous allez voir, si vous faites ça un petit moment, si vous laissez la vibration de la peur vivre en vous, vous n'avez vraiment plus peur. Un autre jour, la situation qui vous fait peur réapparaît.
oubliez la situation ou gérez-la, et quand elle est gérée, la peur est encore là. Donnez-vous au relent de la peur. Si vous faites ça un certain nombre de fois, il y aura une transformation qui va se faire. Ça peut être des peurs très très anciennes, parce qu'il n'y a rien d'ancien, tout ce qui vous est arrivé c'est maintenant. Donc si vous avez eu très peur quand vous avez eu 15 ans, cette peur est encore fixée en vous, on pouvait la laisser vivre maintenant, la laisser mourir maintenant. Donc c'est la même chose. Mais ça n'empêche pas donc de faire face à la situation concrète. À un moment donné, il y a simultanéité. Vous allez pouvoir faire face au chien qui vous agresse et sentir la peur en même temps, mais il y a une période où ça va être trop difficile. Donc gérer la situation s'arrête, mais la peur continue. Puis quand vous avez eu un accident de voiture ce matin, un léger accident, l'accident est fini, mais 2 heures après, vous avez encore le choc qui est en vous, voilà, pour continuer. Vous laissez cette prolongation du choc vivre là. C'est la même chose. Avec la peur du changement de point de vue aussi? Non. Ah. Avec la chaleur, avec le froid, avec l'humidité, avec la sécheresse, avec l'élément astringent, l'élément piquant, le salé, sucré. Uniquement la sensation, pas la pensée. La peur n'est pas la peur de quelque chose, c'est la peur tout court. Tant que c'est la peur de quelque chose, vous mettez l'accent sur la chose. C'est pas la peur du chien, non, c'est la peur qui nous intéresse. Oubliez le chien. Donc il est là. Ensuite, la peur est là. Que ce soit la peur quand votre mari vous quitte, la peur du lendemain, la peur de faire face, la peur de changer, la peur de... On s'en fout. La peur. Chaude, froide, léger, astringent, humide, sec, à l'expansion, contraction, obscur, clair. C'est ça qui nous intéresse. Pour ça, vous devez quitter la pensée de la peur. Quand la pensée revient, c'est pas grave, mais là, vous rentrez dans votre intelligence, et par expérience, vous savez que l'intelligence ne sert à rien, l'intelligence ne lève pas la peur. Donc vous revenez de nouveau. Si mon chien me demande comment tu sais que tu as peur, je lui dis, je le sens. Alors vous le sentez où? Poitrine, le plexus, le diaphragme. Revenez, repartez de là. Explorez de nouveau. C'est toujours neuf. Parce qu'il y a un mouvement, il y a une expansion, il y a une respiration. C'est très extraordinaire, c'est orgasmique de sentir la peur, de sentir la tristesse. Toutes les émotions sont les mêmes. C'est pour ça qu'on va au théâtre, vous allez voir des pièces tristes, vous allez voir des opéras où tout le monde meurt à la fin, etc. À la fin, c'était merveilleux. C'est beau de sentir la tristesse quand on n'est pas triste. Quand vous allez voir Rigoletto ou pleurer quand sa fille meurt, et vous dites à la fin c'était superbe. Pourquoi? C'était superbe de sentir la tristesse, vous avez vraiment senti, mais vous n'étiez pas triste. Donc quand on laisse une émotion libre, elle ramène toujours à la tranquillité. Mais quand je ne veux pas être triste, alors là l'émotion se bloque. Quand je ne veux pas avoir peur, la peur se bloque. Bon, je laisse la peur vivre. Les enfants, vous avez des enfants de 8 ans, à quoi ils jouent se faire peur. Ils dorment très bien après. C'est beau la peur, quand on n'a pas peur. Quand vous les mettez dans les montagnes russes, ils ont peur, ils hurlent, ils ont peur, ils hurlent, ils dorment très bien. C'est beau la peur quand on la laisse libre. Mais quand on ne veut pas avoir peur, alors là c'est fini. Il faut simplement comprendre la perspective. Pour les gens qui ne sont pas capables de se connecter à leurs émotions ou à leur corps, comme les psychotiques par exemple. Tout est possible quand on n'est pas capable de... Vous avez les mariages, vous avez l'église, vous avez les psychothérapies, vous avez s'inscrire à l'OM, vous avez de nombreuses possibilités, aller à la pêche. Puis, toutes les activités humaines ont été créées pour essayer d'éviter les émotions. Il y a une personne sur 1 million qui peut laisser un tout petit peu vivre ses émotions. C'est la perspective traditionnelle. Mais toutes les activités humaines ont été créées pour justement ne pas avoir d'émotions. Donc vous sécurisez. Voilà, vous vous mariez, ça c'est mon mari. Ah ben tout va bien. Ça c'est mon enfant. Ça c'est bien aussi. Ça c'est mon chien. Ça c'est ma maison. Ça c'est mon corps. Ça c'est mon compte en banque. Ça c'est mon équipe de football. Ça c'est mon pays. Ça c'est ma race. C'est ma religion. Ça marche bien. C'est fait pour ça. Il y a une personne sur 1 million qui pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Que je peux ne pas m'approprier le monde.
à ce moment-là, je vais voir que ce qui est le plus intime, c'est pas l'équipe de football, c'est pas la religion, c'est pas le chien, c'est pas le mari, c'est l'émotion. Et à ce moment-là, il y a tomber amoureux de la vie émotionnelle, mais vraiment à froid. Et c'est là que quelque chose va se passer. Mais si on ne peut pas le faire, toutes les propositions sont là pour ça. Il y a toutes les thérapies possibles qui vont vous amener de vivre avec vos émotions, de transformer certaines de vos émotions, vous libérer de vos émotions. Pourquoi pas? Purifier vos émotions comme les gens religieux, etc. Vous pouvez vous flageller comme en Iran. Il y a des tas de choses extraordinaires sur le marché. Je me demandais un petit peu ce qu'était votre point de vue sur la psychose, par exemple. Je ne suis pas compétent, c'est pas mon domaine. J'ai aucune compétence dans ces choses-là. C'est très spécifique, c'est trop spécifique. Et il n'y a pas de règle générale. C'est bien qu'en psychiatrie, on adore nommer les choses, on change de temps en temps les noms et on pense qu'on fait des grands progrès. Mais chaque cas est différent. Et le problème de la psychiatrie, c'est l'absence de moyens, l'absence de temps. Parce que pour s'occuper des gens, quelqu'un qui a eu des faits, c'est Ronald Lang, quand il était à Londres avec le Dr Cooper, il a pris 12 personnes, il s'est enfermé pendant 2 ans, etc. À la fin, le Dr Cooper, et lui, il est dans l'analyse psychiatrique. Mais il y a 3 psychopathes qui sont sortis complètement normales. Il a passé 2 ans avec. Quel psychiatre a passé 2 ans enfermé, nuit et jour, avec ses patients? Là, il aura un très bon effet. Mais quand on voit un patient 2 fois par semaine une demi-heure, on a besoin de classification, de beaucoup de choses. Mais c'est le drame de l'approche actuelle, et c'est pas la faute du psychiatre. Il faut aussi qu'il paye ses impôts, etc. Mais c'est un problème de temps, ça demande une extrême écoute, une extrême disponibilité, une extrême intelligence. Et souvent, dans les gens qu'on met pour s'occuper des gens problématiques, sont d'autres gens problématiques qui n'arrivent pas à faire autre chose dans leur vie que de faire ça. Donc ça n'aide pas non plus. Mais il n'y a aucune règle en psychiatrie. Dès qu'un cas est complexe, il n'y a aucune règle. La règle, c'est d'écouter. Et on ne peut pas écouter avec des grilles. Mais comme on n'a pas le temps d'écouter, alors on met de nombreuses grilles qui permettent un décodage général, théorique. Oui, mais le problème, c'est que l'être humain n'est pas théorique. Donc ce qui va être bon en général va être catastrophique pour certains cas. Mais on n'a pas le choix. Donc on ne peut pas répondre en général sur ces choses-là. C'est toujours le temps passé qui amène des effets. Mais de nos jours, on n'a plus de temps pour les malades psychiatriques. On n'a plus l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Il faut s'en prendre au gouvernement, mais il faut s'en prendre aux électeurs. Parce que si on dit, voilà, on va mieux s'occuper des gens en asile psychiatrique, mais il faut payer 10% de plus d'impôts, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter. Donc c'est la faute des électeurs toujours. Ils préfèrent partir en vacances, payer moins d'impôts, travailler 1 heure de moins par semaine. Mais les gens en asile psychiatrique le payent. C'est un problème politique. Vous pensez de l'après-vie? Rien du tout. C'est une représentation, c'est une peur, la mort. C'est un mythe, c'est une image créée. Ça dépend de votre expérience humaine, comment les cadavres que vous avez vus. Si vous avez vu les cadavres souriants, en bon état, vous avez une image. Si vous avez vu les cadavres abîmés, etc., vous avez une autre image. Ça dépend de votre expérience humaine, comment vous avez. Ça dépend. C'est très affectif. Ce qu'on appelle la mort, c'est une image de la vie. Les cadavres, c'est pas la mort, c'est le point de vue de la vie. Donc, tout ce qu'on peut savoir sur la mort, c'est une représentation purement idéologique.
un moment donné, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. La vie est trop intense pour s'occuper de la mort. Ça n'a pas de... Il y a une forme de peur. Celui qui pense à la mort ne vit pas. Il est dans une espèce d'imaginaire, du futur. Et la vie, c'est maintenant. C'est pas... Il n'y a pas la place pour la mort, il n'y a pas la place pour autre chose. Ce qui ne veut pas dire que la mort existe en soi. La mort, c'est l'environnement qui l'appelle comme ça. C'est respectable. Mais la pensée de la mort, c'est une peur. Au plus vous devenez intensément vivant, on va dire, au moins vous avez cette pensée psychologique. Ça n'empêche pas, quand vous avez un certain âge, de gérer votre patrimoine de manière fonctionnelle. Si vous avez des enfants, si vous avez des chiens, si vous avez des... Vous faites ce que vous avez à faire, mais ça c'est purement... C'est uniquement être fonctionnel avec les structures de nos sociétés. Donc ça, cette anticipation n'est pas psychologique, elle est fonctionnelle. Mais ça n'implique aucune pensée. C'est pas... C'est une représentation. La mort est toujours une manière de penser idéologique. Si on pense quoi que ce soit sur la mort, c'est qu'on se prend pour un musulman, c'est qu'on se prend pour un chrétien, c'est qu'on se prend pour un hindou, etc. Mais sinon, on ne peut pas penser quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser uniquement à la vie. On voit un cadavre, c'est la vie. C'est pas mort. Celui qui est soi-disant mort, c'est peut-être autre chose, mais pour celui qui est vivant, qu'on appelle la mort, c'est la vie. Vous pouvez manger le cadavre, vous pouvez l'empaler, vous pouvez faire des flûtes avec ses clavicules, etc., ou des tibias. On parle de la vie, on ne parle pas de la mort. Donc c'est un non-problème. C'est que dans le cadre des gens qui vivent dans la peur, comme les gens religieux qui ont besoin de savoir, alors, les religions ont été obligées de créer tout un imaginaire aussi exubérant que celui sur la vie. Mais c'est des imaginaires, des représentations. Vous croyez qu'il y a une continuité? Pourquoi faire? Pourquoi croire quelque chose finalement? Dès que je crois quelque chose, je suis dans une forme de défense à la vie. On n'a pas besoin de croire quoi que ce soit. Le moment où je vois mon mouvement intérieur de pensée, ceci ou cela, c'est que je suis dans la peur. Il n'y a pas à penser. La vie, elle est maintenant. Donc, comment est-ce que la pensée morte pourrait venir maintenant? Oui, c'est une pensée comme une autre, mais elle n'a pas d'énergie. Pas de réflexion. Et penser s'il y a une continuité ou non, non, c'est pas possible de penser ça. Sinon, on rentre dans une représentation idéologique. Alors là, si je me réfère à ce que j'ai lu dans le chiisme iranien, ou ce que j'ai lu chez les Druzes, ou ce que j'ai lu chez les prêtres du Mont Athos, ce que j'ai lu dans le Shirim du Cachemire, alors voilà, la mort, il y a une continuité ou non. Mais ça, c'est des représentations idéologiques. Pourquoi faire? Ça vient encore de peur. On continue à faire la fête. Pourquoi vous avez besoin de savoir? Ça va pas maintenant? Il manque quelque chose? Non, c'est pas nécessaire de savoir, mais c'est bien de savoir. Mais pourquoi est-ce que ce que je dirais aurait une quelconque importance pour vous? Moi, je vais vous dire quelque chose de purement affectif, en fonction de ma limite intellectuelle, en fonction de ce que j'ai lu, en fonction de ce que je pressens, je vais vous dire ça n'a aucun intérêt. Ça vous aide en rien. C'est une autre, je vous transmets une information de seconde main dont je n'ai pas l'expérience. Je ne peux pas avoir l'expérience de ça. Pourquoi vous voulez une information de seconde main sur quelque chose? Par rapport à ça, j'ai des convictions parce que j'ai des espèces de révélations, donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait une continuité.
Vivez avec vos convictions. Il faut vivre avec ses convictions. Vous faites douter parce que Mais alors c'est qu'il n'y a pas une conviction. c'est des convictions. Il faut garder ses convictions. C'est merveilleux d'avoir des convictions. Moi, j'en ai pas. Non, vous ne me faites pas douter. Vous pourriez me faire douter, mais vous ne me faites pas douter. J'espère bien. Pourquoi douter? Quand on a une conviction, il faut l'assumer. Il y a des gens qui croient à l'amour, il y en a qui croient à la démocratie. Il faut assumer ce à quoi on croit. C'est bien, c'est beau de croire. C'est respectable. C'est inutile, mais c'est respectable. C'est une perte d'énergie. Non, Ça fatigue. parce que nous, on croit en vous, par exemple. Tu crois? C'est encore plus. C'est encore plus imaginaire. C'est vrai, c'est aussi un imaginaire. Pourquoi vous voulez croire en quoi que ce soit? Ce qui est important, c'est votre expérience. Vous avez été en situation de semi-violence. Vous avez vu votre mécanisme, etc. C'est super. Ça c'est votre vie. Ça c'est la vie. Mais moi, ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est nul. Il n'y a rien là-dedans. Ce qui est important, c'est votre propre expérience. Donc ma conviction sur quoi que ce soit n'a aucun intérêt pour personne, ni pour moi-même. Elle est complètement liée à des choses anecdotiques. Si j'avais eu d'autres parents, si j'avais eu d'autres lectures, si j'étais né à Tombouctou, si j'avais eu d'autres expériences, j'aurais d'autres convictions. Dans les convictions que j'ai maintenant ne m'intéressent vraiment pas, elles sont vraiment nulles. Elles sont complètement culturelles, complètement affectives, mais elles ne me gênent pas, parce qu'on ne peut pas faire autrement que s'approprier des imaginaires. L'enfant ne peut pas... Voilà. Mais à un moment donné, on peut être libre de ces imaginaires. Donc je me rends compte que mes imaginaires sont ce qu'ils sont, c'est des imaginaires. Je les suis quand même. Mes imaginaires vont m'empêcher de voter d'une certaine manière. Mais c'est un imaginaire. Quelqu'un qui serait né autrement aurait des convictions absolument opposées aux miennes. Pour moi, c'est pas plus fausse, mais ma limite fait que je ne peux pas voter comme ça. Mais c'est pas juste. J'ai des tas d'amis qui ont d'autres convictions, qui votent à l'opposé de moi. Moi, je ne vote pas. Mais qui, s'ils votaient, voteraient à l'opposé de moi. Ils ont totalement raison, d'après leurs convictions. Donc, je ne peux pas faire semblant d'avoir d'autres convictions que celles que j'ai, mais je peux me rendre compte que mes convictions sont médiocres, inutiles, et n'ont aucun intérêt, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, à un moment donné, on ne vit pas en fonction de ses convictions, on vit en fonction de l'intensité. Ensuite, si on peut avoir un échange intellectuel, dans ce cas-là, on peut partager des convictions, en se rendant compte de leurs extraordinaires limites. Moi, j'ai des tas d'amis qui ont des opinions politiques très différentes de moi, qui sont religieux, etc. Pour moi, c'est très, très respectable. Je vois d'où ils viennent, je vois leur morphologie, je vois leurs parents, et donc je comprends pourquoi, sur certains plans, ils ont attiré à eux ce genre d'idéologie. Et moi, quand je regarde ma famille, quand je regarde ça, je comprends pourquoi je me suis approprié cet élément idéologique. Mais ce que je me suis approprié, pour moi, n'est pas juste, c'est uniquement ça a été une manière de survivre à une époque, et puis à un moment donné, ça reste une espèce de mémoire qui est là. Mais c'est léger, donc je ne me situe pas là-dedans. Donc ce que je pourrais penser de la mort n'a aucun intérêt pour moi, parce que je sais que c'est complètement bidon, c'est une pensée. Ce qui est important, c'est votre propre expérience, comme vous avez décrit. Ça, c'est votre propre expérience, vous avez vu en vous la non-nécessité d'être en colère. Quelqu'un est en colère, vous avez compris que cette personne ne peut pas faire autrement. Et c'est déjà énorme, mais vous allez de plus en plus découvrir des choses sur vous, c'est ça qui est important. Et ensuite, l'idée de demander à quelqu'un ce qu'il pense de quoi que ce soit vous paraît tellement bizarre, pourquoi faire? Alors on peut le faire le soir avec une bouteille de whisky, entre amis, on peut échanger des convictions relatives, c'est pas gênant, une fois par an. Mais c'est pas un mode de fonctionnement, parce que ce qu'on pense a tellement peu d'importance. C'est nul ce que je pense. C'est pas important ce qu'on pense. La vie, c'est ailleurs, elle est dans l'intensité. Elle n'est pas dans la pensée. Donc c'est vraiment important cet espace, il a ce qu'on pense. Ce qu'on pense, voilà, c'est là, mais c'est tellement léger, ça prend très peu d'énergie ce qu'on pense finalement.
ne peut pas être dans la pensée. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à penser. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a un silence qui est là, il y a une écoute. Des fois on dit quelque chose, des fois on fait quelque chose, mais la rencontre avec quelqu'un est avant tout silencieuse. La rencontre avec soi-même est avant tout silencieuse. La rencontre avec le monde est silencieuse. Dans la pensée, c'est une chose très accidentelle. Ça a sa place aussi, la pensée. Mais ça a sa place comme célébration, comme pour remercier, comme un poète qui va faire des poèmes, comme un architecte qui va créer une structure, un musicien. Voilà, la pensée est là pour célébrer, pour remercier, mais jamais pour expliquer. La pensée qui explique est une pensée qui a quitté son sens profond. Le sens profond de la pensée, c'est le remerciement. La pensée, c'est l'action. L'action, c'est le remerciement. Travailler, c'est remercier. Quand vous travaillez, vous remerciez la vie de voilà, tout ce qu'elle vous a donné. Dans la pensée, c'est une prolongation. Dans celui qui pense juste, qui pense clair, pas utiliser la pensée pour remercier. Qu'est-ce que je peux faire pour remercier la vie? Voilà, d'être. Et donc, il y a des jardiniers, il y a des policiers, il y a des gangsters, il y a des banquiers, il y a des prostituées, chacun à sa place pour remercier. Mais pas pour penser. La pensée qui pense est une pensée mièvre, une pensée... c'est comme celui qui prend un joint puis qui se sent intelligent, etc. Cette pensée-là, à un moment donné, est très peu stimulante. Donc vous ne vous occupez pas de ce que je pense vraiment rien. Et ce que je pense est tellement médiocre, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut trouver la vie pas dans la pensée, c'est ça qui est important. Vous avez parlé d'intensité. Est-ce qu'on peut préciser ce que vous entendez par intensité? Finalement, on ne peut pas, parce que c'est un mot qu'on utilise pour pointer vers quelque chose, mais l'intensité dont on parle n'est pas intense. Des fois on utilise le mot silence, des fois on utilise le mot présence, des fois on utilise le mot écoute. Pour moi, c'est tous des mots qui ne veulent rien dire, mais qui, sur un instant précis, peuvent des fois pointer vers une espèce d'état oui, on peut dire de disponibilité. Mais il ne faut pas prendre à la lettre le mot. L'intensité n'est pas intense, le silence n'est pas silencieux. Mais c'est des mots qui ne sont pas faux, mais ils sont moins faux que d'autres, mais comme tout mot est faux finalement. Si on vous demande de décrire votre état amoureux avec des mots, vous allez voir, vous allez trouver que les mots sont très mièvres pour décrire ce que vous sentez. Mais là, c'est la même chose finalement. Donc il faut pas... Ce qui est important, c'est de ne pas justement chercher à définir. Quand on pose la question, qu'est-ce que c'est finalement? Et tout ce qu'on va dire est faux. Parce que justement, c'est pas. Donc, je veux trouver une terminologie objective pour parler de quelque chose qui n'est pas. Donc ça part mal. Donc je vais des fois, selon le moment, employer une expression qui va venir, mais attention que cette expression ne devienne pas un déterminant, ne devienne pas une boîte. Et on dit, voilà, j'ai compris, c'est ça notre chose, c'est pas ça. Quoi qu'on dise, c'est pas ça. Mais des fois, on peut presque dire par politesse, on va dire ce que c'est. Mais c'est pas pour dire que c'est ça, c'est pour dire que, oui, on peut, c'est aussi ça, on va dire. Dans le mot intensité, quand je me rends compte de la mièvreté de la pensée, quand je me rends compte que la pensée est toujours répétitive, c'est toujours le passé que je répète, 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 que je répète. On va dire par rapport à ça, oui, il y a un espace qu'on va vraiment vivre comme intense. Il n'y a pas la pensée. La pensée est comme une fumée d'encens très, très accidentelle, on va dire, très légère par rapport à l'ensemble de l'espace. Mais il ne faudrait pas imaginer l'intensité comme intense, comme étant un peu comme un sportif ou comme quelqu'un d'intense qui... C'est pas une intensité concentrée, c'est une intensité présente, silencieuse.
Donc c'est d'autres mots qui sont inexplicables. Donc les mots sont... C'est pour ça qu'il n'y a vraiment rien à dire. Parce que dès qu'on ouvre la bouche, on trahit ce qu'on veut dire. Donc c'est pour ça que dans nos réunions, il faut essayer de pressentir ce dont on parle, et ce dont on parle n'est pas quelque chose. Donc c'est quelque chose qui reste indéfini, qui est une espèce de parfum qui est... Dès que la pensée va vouloir comprendre, il y a une espèce de flétrissement qui se fait. À ce moment-là, je mets dans des cases, ah oui, c'est comme ça, c'est juste, c'est faux, c'est pas juste, c'est pas faux, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est informulable finalement. Donc on ne peut jamais en parler, donc on est obligé de parler d'autre chose. Comme dans notre mode occidental de rencontre, la parole a une importance, on sera en Orient, on ne dirait rien. Mais ici, pour beaucoup de gens, c'est très bizarre de rien dire. À ce moment, les gens vont inventer quelque chose, ils vont croire qu'on médite, qu'ils vont inventer quelque chose. Mais on ne médite pas, ça ne veut rien dire, la méditation, ça n'existe pas. Donc, on a une parole, mais c'est un prétexte finalement. Il y a une question, il y a une réponse. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Mais du fait qu'on n'essaie pas d'expliquer, qu'on n'essaie pas de justifier, qu'on n'essaie pas de préciser quelque chose, on met l'accent finalement sur l'espace, sur la disponibilité. Et donc si on écoute sans comprendre, sans dire ah oui, il a raison, il a tort, c'est vraiment nul, c'est vrai, non, sans se dire, si on écoute sans rien dire finalement, tout ce qu'on dit du fait que ce qu'on dit ici n'est pas basé sur un savoir, c'est pas basé sur une réflexion, c'est pas basé sur une accumulation, mais simplement, on va dire bêtement ce qui se présente dans l'instant. C'est une possibilité si on écoute avec la même légèreté que ce que c'est exprimé, c'est une possibilité de s'éliminer. Et quand la question, la réponse s'élimine, il reste une espèce d'écoute, une espèce de présence qui on peut dire, la porte, ce qui nous intéresse ici. Mais dès qu'on va comprendre, dès qu'on va dire c'est ça, dès qu'on va dire ah oui c'est une présence, ah oui c'est une intensité, ah oui c'est ceci, c'est là, alors on ferme la porte. On se retrouve dans une idéologie. À ce moment-là, autant aller à l'église, etc. C'est autant croire à quelque chose. Mais croire à quelque chose c'est tellement inutile. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je devrais savoir quoi que ce soit finalement? C'est complètement désuet de vouloir savoir quelque chose. C'est comme de vouloir savoir quelle est ma relation avec le monde, avec l'environnement, avec mon chat, avec ma femme, avec mon chien, avec mon mari. Il n'y a pas de... Vouloir savoir est une forme de peur. On ne sait rien, on n'a pas de relation tout court. Donc je ne veux pas savoir ma relation avec quiconque. Donc il y a une disponibilité. Quand vous avez quelqu'un, si vous n'avez pas le fantasme de l'aimer ou de le détester, si vous n'avez pas le fantasme c'est attirant ou repulsant, si vous n'avez pas le fantasme vous aimez ou vous n'aimez pas, si vous écoutez, vous êtes vraiment avec quelqu'un sans rien faire avec la chose. Là, il y a une intensité extraordinaire. Et quand vous êtes avec un animal, souvent on a plus ça les animaux parce qu'on attend moins de l'animal. Puis quand vous êtes avec un animal sans rien faire, cet animal, il y a une intensité qui est là. Mais les plantes, c'est pareil. Les êtres humains, c'est pareil. Mais généralement, on ne laisse pas faire. Dès qu'il y a quelqu'un, on couche avec, on ne couche pas avec, on est attiré, on n'est pas attiré, on est ensemble, on n'est pas ensemble. On crée automatiquement une hiérarchie, un savoir, qui est une peur. Parce que je peux un instant être avec quelqu'un sans rien savoir, sans aucun futur, que ce serait la pensée, sans aucun passé, parce que le passé c'est mort, ça n'existe pas. Et simplement être là. C'est ça l'intensité qui est importante. Et avant tout avec soi-même, parce que le premier personnage de la collection, c'est soi-même. Donc c'est là où il faut la même intensité, sans savoir, sans le jugement. Je n'ai pas besoin de me juger, pourquoi faire? Je n'ai pas besoin de m'approuver, je n'ai pas besoin de me critiquer. Je suis comme je suis.
Donc à un moment donné, j'ai plus le moins de commentaires sur ma stupidité, ou sur mon intelligence, ou sur mon arrogance, ou sur ma limite, ou sur ma jalousie, ou sur ma peur. Pourquoi? Parce que c'est là. Ce qui est là, c'est juste, c'est beau. Il n'y a pas le choix. Donc je dois avoir cette même intimité. Ensuite, elle va se transposer avec l'environnement. Il faut d'abord l'avoir avec le premier personnage, celui qui généralement occupe l'espace. Donc pour moi, l'intimité, c'est cette écoute de ce qui est là sans rien ajouter. C'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui est toujours là. Mais on le quitte parce qu'on veut savoir, on veut aller quelque part. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai? Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas une telle chose. Merci de venir.